aujourd'hui voir quelles sont les actions publiques au travers d'une démarche concrète, de voir comment effectivement l'action publique, qu'elle soit via un bailleur social, qu'elle soit via le plan BIM 2022 ou via d'autres biais qui peuvent se retrouver notamment par l'Europe, voir comment la digitalisation de la construction est soutenue dans ce cadre. Et on va commencer donc par une démarche BIM, donc qui va nous être présentée par Asma Ben Mansour, qui est de Séquence, et qui va nous parler effectivement de comment le BIM a été introduit dans Séquence. La parole est à toi, Asma. Et si nos intervenants veulent pouvoir effectivement rebondir sur ce qui est présenté, n'hésitez pas, c'est aussi interactif. Bon, bien. Merci. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis Asma Ben Mansour, je suis responsable BIM et stratégie numérique au sein de Séquence, filiale d'Action Logement, qui compte 110 000 logements en Ile-de-France. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un peu la stratégie BIM de Séquence qui a été définie pour atteindre ce qu'on nous on appelle un BIM utile. Ma présentation d'aujourd'hui va se répartir sur 3 volets. Le premier, c'est pourquoi on veut faire du BIM. Donc, l'objectif de cette démarche, la mise en place du BIM, comment on allait le mettre en place, mais surtout, une fois que tout est opérationnel, c'est quoi l'avenir, qu'est-ce qu'on va en faire. Pourquoi on veut le faire, pourquoi le BIM séquence. Le BIM, tout simplement, vient comme une réponse à une stratégie qui était une grande réflexion autour de la donnée d'entreprise. Donc, on était parti sur une stratégie plus globale, c'est de structurer la donnée d'entreprise. Et le BIM s'est présenté comme un outil, on va dire incontournable pour un bailleur constructeur, pour pouvoir maîtriser un peu les flux de données, pour assurer ce qu'on appelle, nous, une gouvernance de données. Donc, pourquoi l'objectif... Aujourd'hui, nous, dans un projet de construction, de réhabilitation, on a un énorme flux de données. L'idée, c'était de pouvoir maîtriser ces données, qu'on puisse collecter les informations, collecter les données, les connaître les utilisateurs, savoir comment on va les utiliser, à quel moment, pour quel but, et où est-ce qu'on va les chercher, comment on va les mettre à jour. Donc le BIM se présente comme une des solutions, on va dire une solution où on a le maximum d'informations. Pardon. C'est bon. Oui. C'est bon. Oui, il y a eu un petit bug. Tu parles pas du tout en présentation graphique. Si. Je vais vous dire ça par rapport à ce qui suit. Mais aujourd'hui, nous, sur quoi on s'est basé, sur vraiment l'information du BIM. Parce que la géométrie, on l'a. Et ce n'est pas le BIM qui nous a apporté la géométrie. On avait la 3D depuis plus de 20 ans, peut-être éventuellement 25 ans. Ce que le BIM a apporté aujourd'hui, c'est cette information-là. Donc, c'est cette notion d'information structurée dans une maquette, et c'est là où on a mis le point. Et forcément, la géométrie, on l'a avec le BIM ou pas. On va l'utiliser forcément, parce que la maquette, elle est là, elle est construite, mais ça ne va pas être la base de notre réflexion. Donc voilà, l'objectif principal de notre démarche BIM, c'est qu'à partir de cette maquette numérique, qui devrait être structurée, qui devrait être une base de données, on va mettre en place une base de données centrale à toute l'entreprise, quel que soit le métier. Ça peut être un développeur, un chef de projet, une personne qui suit le chantier, mais aussi une personne qui fait la finance, une personne qui fait juste le calcul de loyer, la gestion locative aussi, la gestion technique du patrimoine, parce qu'on reste quand même un bailleur constructeur, on va exploiter notre patrimoine sur une longue durée de vie qui est beaucoup plus importante que celle de la conception-réalisation. Donc, à partir de la maquette numérique, l'objectif, c'est de créer une base de données unique, accessible, centrale et partagée à tous les acteurs, à tous les intervenants dans l'entreprise. Comment on a procédé à ceci ? Les bénéfices, entre autres, de cette base de données, c'est vraiment d'avoir une vision globale de tout le flux d'informations qui est généré dans un projet de construction ou de réhabilitation. Et ce, en amont, dès la phase de conception, mais aussi de pouvoir assurer la gestion de ces informations-là pendant la durée du vie du bâtiment, pendant sa phase gestion, exploitation et maintenance, et éventuellement pendant sa déconstruction. Donc, comment on a procédé ? Notre démarche a été définie sur 4 volets. On a identifié les besoins en informations, en données. On a structuré ces données à travers une cartographie de données. On a développé une solution de continuité numérique que je vous présenterai par la suite,
à partir de la maquette numérique et en se basant sur cette cartographie des données. Et ensuite, pour mettre tout ça en musique, avec les différents intervenants dans un projet de construction, il a fallu contractualiser pour être sûr que ces exigences-là soient atteintes. Tout d'abord, on a défini les besoins métiers, donc à travers une cartographie. On a défini un modèle de structuration des données à partir des besoins métiers. On a traduit ces données, ces informations nécessaires pour les différents métiers en objets intelligents de la maquette numérique. Donc, une façade, ça équivaut à un mur. Un matériau de finition, ça équivaut... Enfin, une façade, ça équivaut à un matériau de finition. Le revêtement extérieur, on a le revêtement intérieur. Et c'est le cas pour tous les composants et les équipements d'un bâtiment. Donc, on les a traduits en données, en objets, avec des informations pertinentes. Une fois que ça, c'est fait, on a développé en interne une solution que nous, on appelle continuité numérique, ce qui fait que l'information, la durée de vie de l'information, elle va débuter en phase conception, réalisation, pour ensuite arriver jusqu'à la phase exploitation et maintenance, éventuellement à la déconstruction demain, quand on veut réfléchir économie circulaire et réutilisation des matériaux. Donc l'idée, c'est ça. Dès lors qu'on a défini cette démarche-là, on a généralisé le BIM sur toutes nos opérations de construction neuve et de réhabilitation. On est sur à peu près 3500 logements de construits à l'année et 4000 logements de réhabilités par an, ce qui fait une grande masse d'informations. On est plutôt sur un niveau industriel, donc il fallait vraiment structurer tout ceci. Et du coup, ces maquettes-là, qui vont être élaborées dans le cadre des projets, vont être notre habitacle de données et vont servir à alimenter notre base de données. La cartographie des données, pourquoi on l'a mis en place? En fait, on avait les projets de construction, on avait les métiers, et on avait notre SI et nos ERP internes. Donc, il fallait que ces deux-là communiquent. On avait la maquette, il fallait qu'elle communique aussi. Et on avait des données qui étaient utilisées par plusieurs acteurs. À l'époque, enfin en tout cas avant la démarche qu'on a mis en place, une simple surface, elle était utilisée par, on va dire, une dizaine de personnes avant la livraison d'un projet, mais chaque personne, je dis bien chaque personne, allait chercher cette surface par ses propres moyens, soit dans un plan, soit dans un tableur Excel fourni par le maître d'œuvre. Une personne avait besoin de la surface utile, l'autre de la surface habitable, l'autre de la surface du plancher. L'idée, c'était de savoir qui avait besoin de cette information, à quel moment de la vie du projet. Une information en phase APS n'est pas la même qu'en phase pro, n'est pas la même à la livraison parce que le projet il aurait évolué. Donc l'idée, c'était de définir à quel moment chaque acteur avait besoin d'une information, donc à quel moment on allait lui présenter cette information, pourquoi en faire, pour quel outil, et est-ce qu'il va la mettre à jour, est-ce qu'il va juste la consulter, est-ce qu'il va juste la saisir, etc. Et donc ça nous a permis d'établir une cartographie de données et de comprendre le process d'échange d'informations et de données dans l'entreprise. Donc ça peut être de la gestion locative, de la gestion technique, de l'économie de la construction, de la programmation, etc. Comment on a fait? On a identifié tout simplement, on est allé voir les métiers, un par un. C'est eux qui connaissent leur métier, c'est eux qui connaissent les informations dont ils ont besoin. On a commencé par le service programmation, parce que c'est la première phase de la vie, on va dire, d'un projet. On est en phase programmation, faisabilité. Donc, ils avaient besoin de faire des chiffrages, ils avaient besoin de vérifier la conformité des projets à la note de programme qu'ils ont mis en place, aux projets qu'ils ont bien définis de base. Il fallait faire des simulations financières, on reste quand même un constructeur, hein. Donc il fallait déjà, avant de commencer la construction, savoir si ce patrimoine-là allait être rentable, est-ce que on partait pour achat, pour construction, etc. Le calcul de loyer, c'est un élément très important en tant que bailleur social. Il fallait qu'on sache si les loyers vont être trop chers pour nos locataires ou pas. On a quand même une mission de loger les familles modestes. La partie commercialisation, et je reviens sur la 3D, on va l'utiliser la 3D pour la commercialisation, pour les visites virtuelles, pour mieux comprendre le projet, parce qu'aujourd'hui, nos développeurs, des fois, ils ne sont pas issus d'une formation d'architecture ou d'ingénierie, donc ils ont du mal avec la compréhension des plans. Et on voit bien que la 3D, elle donne vraiment une plus-value face aux développeurs qui arrivent à voir ces halls, comment ils sont conçus, qui arrivent à reconnaître le matériau, parce qu'ils sélectionnent le mur, etc. sur l'IFC. D'ailleurs, sur ce sujet, chez Séquence, on a formé 70 collaborateurs sur la visualisation de la maquette, sur un outil, sur une visionneuse gratuite, parce que voilà, ils n'ont pas besoin d'aller au-delà de la visualisation. La mise à l'habitation,
En amont, il fallait préparer les baux de location, il fallait préparer les états des lieux d'entrée et de sortie. Donc, on utilise les données de la maquette pour ceci. De toute façon, dans un bail de location, on a la surface des pièces, la surface du logement, etc. Et ils sont dans la maquette numérique. Donc, l'idée, c'était vraiment de déterminer les informations qui sont dans la maquette numérique et qui sont exploitables par les différentes directions. Et le plus important, c'est la gestion, exploitation et maintenance. Et pour vous dire que nous, on a pris le chemin inverse, c'est qu'on a commencé par la gestion, exploitation et maintenance, parce que c'est là où on a le plus grand nombre d'informations et le plus grand nombre de données. C'est là où le besoin il est le plus important. Et on a rétrogradé un peu notre maquette jusqu'à arriver à la phase conception. Parce qu'aujourd'hui, on estime que sur une maquette DOE ou une maquette GEM, on est à 100% des informations nécessaires. En phase esquisse, on est à peu près à 8%. Donc, sur ce nombre important, on voit bien que, en fait, faire en sorte que le BIM commence en conception, fait en sorte qu'on arrive petit à petit à alimenter la maquette et ne pas se retrouver en phase DO avec une maquette qui n'est pas structurée, où il n'y a aucune information, et ça va prendre un temps chronophage pour la mettre à jour, pour la mettre à niveau, etc. Là, ce que vous voyez, c'est vraiment ce qui s'est passé réellement. Nous, on a appelé ça la journée donnée. Tous les collaborateurs de toutes les directions, gestion locative, gestion technique, direction administrative, direction financière, etc., ils sont venus. Ils ont vu ce que c'est une maquette, parce que voilà, des personnes, ils connaissent une maquette, mais personne ne l'a jamais vue. D'autres personnes n'ont jamais entendu parler d'une maquette. Ils sont venus, ils ont vu ce qu'on avait sur une maquette. Et ils nous ont proposé, ils nous ont dit, tiens, moi, cette information, j'ai du mal à la voir. Celle-ci, par contre, j'en ai besoin à tel moment. Celle-ci, c'est moi qui détiens l'information. Donc, en quelque sorte, c'est responsabiliser aussi les acteurs à se dire, c'est moi qui produis l'information. Derrière moi, il y aura une dizaine de personnes qui vont l'utiliser. C'est une information à enjeu. Donc, je vais être sûre de bien renseigner cette information-là et qu'elle soit juste. Et j'en suis le garant. Donc, c'était ça. On a gardé ce qu'on appelle le mur de données. On a fait ça en 2020. Et je crois la salle, elle était dans l'état pendant un mois. Et on a invité, il y a eu une communication interne pour que tous les gens viennent vraiment inscrire. Vous allez voir, c'est des gribouillages. Ça donnait une cartographie qui ressemble à ça. C'est à peu près 80 objets entre équipements et composants. Les objets séquences, c'est petit, ça ne se voit pas, mais ça reste quand même 2 ans de travail. On a commencé tout d'abord par cartographier les informations, par définir les informations dont les équipes elles avaient besoin. Et chaque personne qui demandait une information, elle devait être pertinente. On ne voulait pas de surplus. En fait, on ne voulait pas d'informations juste parce que voilà, je veux l'avoir, parce que peut-être je vais l'utiliser un jour. Non, vraiment, il fallait que ça soit pertinent, il fallait justifier l'usage, il fallait savoir pourquoi il la voulait pour vraiment rester dans le besoin. Et avoir une démarche qui est plutôt opérationnelle, fonctionnelle. Parce qu'à vouloir tout mettre dans une maquette ou dans une cartographie, on finira par ne rien avoir. Donc, viser l'essentiel et ensuite, quand c'est stabilisé, on pourra aller vers d'autres sujets. Donc, une fois qu'on a déterminé les informations, on les a traduites en données et ensuite, on les a traduites en informations dans une maquette numérique. Aujourd'hui, ce qu'on demande, en tout cas au niveau des maquettes, c'est le miroir. Une maquette, c'est le miroir de notre cartographie des données. Donc, on sait pertinemment chaque donnée, où est-ce qu'elle va aller, dans quel logiciel, à quel moment, et qui va la mettre à jour en phase gestion, exploitation et maintenance, mais même en phase du projet, parce qu'on avait une date de livraison qui était prévue à telle date, donc à telle date. On l'avait mis au tout début, on l'avait mis en phase DOE, en phase APD, on va dire. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu du retard, donc le projet il n'a pas été livré à l'heure. Donc, il fallait mettre à jour cette date. Et c'était le cas pour toutes les informations. On s'est raccroché forcément à un référentiel et à une normalisation qui est l'IFC. Donc, on a déterminé une codification. En l'occurrence, nous, on a choisi l'uniformat et on a la classification IFC. Je vais vous expliquer pourquoi on a mis ça, parce que c'est très important pour que demain, on puisse contrôler ces données-là, on puisse contrôler les informations dans la maquette. Donc, la deuxième partie, vous allez voir, on a l'IFC 2.3, comme on a l'IFC 4. Il n'y a pas de souci. Comme on a l'IFC 4, aujourd'hui, on ne va pas accrocher toutes les fiches techniques à notre maquette. Non, on a juste besoin d'avoir le numéro de l'équipement, comment il est référencé chez nous. La fiche technique, elle est dans le DOE, donc on va appeler la fiche technique quand on aura besoin, si on a besoin de visualiser la maquette. Pourquoi on s'est basé sur la géométrie sur la donnée, et on a un peu, pas écarté, mais on ne l'a pas mis en avant plus que ça, en tout cas pas en phase d'exploitation. Aujourd'hui, nos ERP ne sont pas BIM compatibles. Et je ne sais pas, en tout cas, moi, je plaide aujourd'hui qu'il n'y a pas un outil qui est BIM compatible.
Donc, il n'y a pas un outil où on met la maquette, il va pouvoir tout nous sortir comme on veut, bien structuré. Donc, on s'était dit, on a notre maquette, on a notre base de données qui est enfin bien structurée, on a nos ERP, on va créer un SaaS dans lequel on va déposer toutes les données de la maquette et on va faire appel à ces données-là dans nos ERP. Ils ne sont pas obligés d'être BIM compatibles. On ne va pas changer un outil qu'on a payé des dizaines de millions d'euros et qui fonctionne très bien et sur lequel il y a 100 collaborateurs ou 200 collaborateurs qui travaillent depuis des années. Non, vous gardez votre outil, vous gardez votre fonctionnement, mais c'est juste qu'aujourd'hui, vous êtes sûr que la donnée que vous avez dans votre outil, elle est fiable, elle provient du projet qui a été construit, elle est vraiment exacte, on va dire, elle a été contrôlée avant d'arriver chez vous. Est-ce que ça t'a amené à changer les contrats? Est-ce que ça t'a amené à changer les contrats avec les maîtres d'œuvre et les entreprises et à définir un standard de transmission de dossier des ouvrages exécutés? Standard de transmission. Le dossier des ouvrages exécutés, c'est ce qu'on est en train de faire. Il faut savoir que c'est une démarche qui est très récente. Tout a commencé en octobre 2019. Donc là, ça fait à peu près, enfin pas à peu près exactement 3 ans qu'on a commencé tout ceci. Donc on a, comme je vous ai dit, on a déterminé pourquoi on voulait le faire. Une fois qu'on l'a su, on a mis en place tout ce qu'il fallait. Vous allez voir les contrats de maître d'œuvre. Le DOE numérique en tant que DOE classique, aujourd'hui, on est en train de le structurer, mais indépendamment de la maquette. C'est juste qu'il faut qu'on sache pour tel équipement où est l'information, où est la fiche technique. Une fois qu'on a une maquette structurée, un DO structuré, ça sera plus facile de faire la connexion entre les deux. Mais que chacun garde sa fonctionnalité de base. La maquette, elle n'a pas vocation à être un DO. En tout cas, ça reste mon avis et ça reste la démarche qu'on entreprend chez Séquence. Comme je vous ai dit, pour revenir à l'IFC, aujourd'hui, on a différents éditeurs. En tout cas, les éditeurs majeurs sont Revit, Archicad et Allplan. On s'était dit, oui, c'est vrai, on veut de l'IFC, mais par contre, les maîtrises d'œuvre, les BET, ils ne sont pas assez, on va dire, ils n'ont pas un niveau de maturité assez développé sur l'IFC. Donc, il fallait les accompagner sur leur logiciel de modélisation classique. Parce qu'une maquette qui n'est pas bien structurée dans le natif ne le serait pas en IFC. Et on va les accompagner avec des modes opératoires, avec des systèmes de structuration, etc. Et on va créer des traducteurs IFC qui vont nous permettre aujourd'hui d'avoir le même IFC, peu importe le logiciel de base. Et ce qui n'est pas facile du tout. Ça nous a fallu beaucoup de travail. On a une équipe d'experts sur les logiciels. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai une vision d'Archicad, une vision de Revit. Là, en l'occurrence, je suis sur un élément qui est l'ascenseur. Vous voyez l'IFC. Enfin, on a IFC structuré avec les données qu'on veut. C'est la même structuration que vous allez trouver dans la cartographie. Aujourd'hui, moi, mon expert ascenseur pour l'exploitation, il me dit j'ai besoin du numéro, de la vitesse, de l'état de l'ascenseur pour que je sache quand est-ce que je vais intervenir, etc. Ça, on l'a mis dans la maquette et on va pouvoir l'extraire de la maquette et on va aussi pouvoir le mettre à jour dans la maquette. C'est bien de structurer une maquette, mais il faut vérifier. Il faut voir si elle est bien faite, parce qu'on est maître d'ouvrage, on ne dessine pas les maquettes, même dans les bureaux, d'études et chez les maîtres d'œuvre qui dessinent les maquettes, il faut quand même qu'ils les contrôlent. On s'est accroché à l'uniformat et la classification IFC qui vont nous permettre derrière d'automatiser toute la partie contrôle de la maquette. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé notre solution de contrôle de maquette, ce qu'on appelle chez nous le checker. Donc, il va contrôler le nommage des objets parce qu'on travaille sur du développement informatique. Donc, il fallait que ça soit bien structuré, bien nommé. Il va contrôler la présence ou pas des propriétés, des différentes propriétés. Il va contrôler, par exemple, typiquement, si j'attends une date, je ne vais pas me retrouver avec une propriété oui, non. Donc, voilà. Il va contrôler même les valeurs des propriétés. Et donc ça, d'une manière automatique, et il va générer des rapports. Donc le fonctionnement du checker, c'est quoi? On a notre cartographie, on a notre maquette. On est supposé avoir une maquette qui correspond à la cartographie. On va transformer la cartographie en dictionnaire et la maquette IFC en environnement de collecte et de partage de données BIM. Et c'est là notre solution. On va croiser les deux, on va comparer ce qu'il y a dans l'environnement de collecte et de partage de données BIM et ce qu'il y a dans le dictionnaire. Et on va faire un contrôle pour générer des rapports. Aujourd'hui, on a choisi d'avoir 3 formats de rapports qui sont le TXT, le CSV et le PDF. Mais le plus important, c'est le BCF. Il permet vraiment de visualiser l'erreur directement sur la maquette et de pouvoir la corriger directement. Cette solution, elle a été développée spécifiquement pour Séquence. Donc, elle fonctionne pour notre cartographie, pour nos dictionnaires. On l'a développée en partenariat avec le CSTB.
Aujourd'hui, elle est hébergée chez nous, mais l'idée, c'est de donner accès. Le checker sera normalement 100% opérationnel en 2023. On va donner accès à ce checker à nos maîtres d'œuvre. Ça leur permet quand même de contrôler leur maquette et aussi à nos éventuels AMO BIM. Comme ça, on est vraiment dans ce partage-là et faire bénéficier tous les acteurs. Il y a tout le monde. Oui, s'ils ont la même cartographie que nous, il n'y a pas de souci. La porte d'entrée, c'est la cartographie. Donc. Exactement, c'est le dictionnaire des données, on va dire. Donc voilà. Ça nous a permis, en fait, de définir cette solution de continuité numérique dont on est fier, parce qu'aujourd'hui, on prône non, il n'y a pas de continuité numérique dans le BIM. Oui, il n'y en a pas une quand on est attaché à des éditeurs. Mais quand on se détache des éditeurs de GMAO, mais aussi de logiciels, on peut le faire. Et en tout cas, on l'a fait. On a fait un POC en 2020, début 2020, qu'on a validé. Là, on est en cours d'industrialisation. On aura notre première maquette. Si je ne me trompe pas, mon chef de projet BIM me corrigera. Là, dans les quelques mois, on va la tester sur une maquette qui a été faite en externe, parce qu'elle a été testée avec nos maquettes réalisées chez nous, donc forcément, elles sont bien structurées, elles sont bien belles. Mais là, avec une maquette d'un projet, une maquette DOE, l'idée, c'est le maître d'œuvre, il dessine sa maquette selon nos exigences qu'on a mis en place. On va exporter ça en IFC. On va mettre ça dans notre checker pour vérifier, parce que si ce n'est pas valide, ça ne passera pas. Transformer la maquette en base de données, récupérer toutes les données de la maquette et les mettre dans un triple store pour les mettre dans notre entrepôt de données, séquence, et ensuite connecter tous nos outils métiers, gestion la gestion locative, la gestion technique, la simulation financière, à l'aide d'API. Mais le plus important, c'est qu'il y aura un retour dans la maquette. Je ne vais pas dire jumeau numérique, pour moi, c'est beaucoup... ce n'est pas ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est que la maquette vieillit avec notre bâtiment. Ça y ressemble bien quand même. Oui. En tout cas, ça semble la première brique. C'est ça. Donc l'idée, c'est qu'on ne va pas intervenir sur la géométrie, parce que de toute façon, on ne va pas intervenir sur la géométrie si on ne part pas dans de gros travaux de réhabilitation. Donc l'idée, c'est que mon ascenseur, je l'ai changé en 2019. Je saurai que je n'ai plus un ascenseur Otis, mais plutôt un Kone. Pareil, il n'est plus en bon état, ça va être un ascenseur en bon état. Pour que tout ça fonctionne, je reviens à votre question, la contractualisation. Il fallait contractualiser tout ça, il fallait que nos différents interlocuteurs sachent qu'on a des exigences, il fallait bien exprimer nos exigences. C'est pour ça qu'on a un corpus documentaire qui, nous, on n'appelle pas cahier de charge, mais on appelle dossier BIM de l'opération. Il y a la charte, qui est un document de communication qui explique à peu près notre démarche. Dans notre charte, vous allez trouver, elle est partagée sur le site de Séquence, si vous voulez la voir. La démarche, d'une manière générale, cette continuité numérique, l'objectif de Séquence, on est un peu avant-gardiste, on parle de BIM niveau 3, parce qu'on est sur l'environnement de collecte et de partage de données. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, on ambitionne un BIM niveau 3. On y va doucement, mais on essaie d'y aller sûrement. On a un cahier de charge modélisation de l'existant et on a un cahier de charge BIM. Ce qui est important avec notre cahier de charge, c'est tout le corpus documentaire qu'on a mis en place. On a mis en place un mode opératoire sur les différents logiciels de modélisation, Revit, Archicad, Allplan, pour qu'ils sachent comment on modélise notre maquette. Les matrices de détail, le niveau d'information qu'il doit y avoir dans la maquette, donc la cartographie en gros. Une maquette numérique de référence avec un gabarit, pour ceux qui ne vont pas introduire les informations une par une. Une fiche de contrôle, parce que nous, on va contrôler les maquettes, donc on leur donne notre outil pour qu'ils puissent s'auto-contrôler. Et ensuite, une trame de notre BIM pour que ça nous permet, très en amont, au niveau de la consultation, de connaître le niveau de maturité. Ce n'est pas dans le but de l'exclure, mais c'est dans le but de se dire on va pouvoir accompagner cet acteur-là plus que les autres. On se positionne en tant que aussi maître d'ouvrage qui essaye d'accompagner et de faire avancer un peu la démarche et faire implémenter le BIM un peu plus. Le BIM opérationnellement, parce que j'ai parlé de BIM utile, donc il fallait voir comment il est utile. Aujourd'hui, on arrive grâce à la maquette numérique à faire un chiffrage en 10 minutes, à automatiser. On fait la vérification du programme aussi grâce à des requêtes. La donnée, elle est structurée, donc on peut en faire ce qu'on veut grâce à des Power BI éventuellement, connaître le nombre de logements, les surfaces habitables, les SDP, etc. La partie simulation financière, pareil, ça part des données de la maquette. Et on remplit des formulaires CERFA, type H2 ou demande de permis de construire, automatiquement à partir de la maquette numérique.
On n'a pas plus de temps pour faire la Non, démonstration. on fera la démo. Si on a le temps, on la fera à la fin, je te propose, Ouais. Asma. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des réactions de la part de nos intervenants? Alors, Yves Lafoucrière, du plan BIM, président du plan BIM, et donc Franck Ovorka, je suis désolée, je ne les ai pas présentés au début, qui est président de Building Smart France et qui est en charge du programme Europe Décarbonation et Digital Construction à Building Smart International, et aussi membre de l'AICN. Est-ce que vous avez des réactions ou des questions à poser à Asma? Moi, ma première réaction, c'est que je trouve extrêmement encourageant et très positif ce qui vient d'être présenté par Ama, parce que on a toujours dit que le rôle de la maîtrise d'ouvrage est déterminant. Vous l'avez évoqué pour la partie production d'œuvres, mais les maîtres d'ouvrage, que ce soit du reste des bailleurs sociaux, que ce soit des investisseurs immobiliers, propriétaires d'hôtels, de bureaux, etc., le cœur du sujet, c'est la vie du bâtiment pendant des décennies, sa transformation éventuelle. Et tous ceux qui ont géré des actifs immobiliers se sont arrachés les cheveux à chaque fois qu'ils contractaient avec un fournisseur, avec un partenaire, parce qu'on n'avait pas les bonnes informations, les bonnes données, tout ça était assez peu structuré, ou alors c'était en silo. Il y avait les financiers d'un côté qui donnaient des informations financières, il y avait les techniciens qui donnaient des informations techniques, les développeurs qui portaient des projets de transformation, qui portaient d'autres données. Et là, on voit, et ça je trouve ça extrêmement positif, le travail qui a été fait, qui est assez récent. Vous avez entendu tout ça, quoi, 3 ans à peu près. Donc c'est une démarche très, très récente. Et moi qui dirigeais 3F il y a encore 4-5 ans, je peux vous dire qu'à l'époque, on a l'impression d'être un petit peu seul dans toutes ces démarches. Et donc je trouve très bien qu'il y ait cette présentation générale, encore une fois, qui dépasse largement le seul cas des bailleurs sociaux et qui montre bien que le sujet essentiel, la grande avancée qu'on va faire avec la transformation numérique, c'est une meilleure utilisation de toutes les datas, qu'elles soient numériques, qu'elles soient géométriques, et dans un système structuré. Alors après, en tant que président du plan BIM, ce qui me paraît extrêmement important, si vous voulez, nous, le plan BIM, je dirais la transformation numérique des grands groupes, ils n'ont pas besoin du plan BIM. La transformation numérique, l'intérêt du plan BIM, c'est de permettre à tous les acteurs, sur tous les territoires, de pouvoir petit à petit ne pas rester à côté de la route de la transformation numérique. Parce que si vous voulez, que ce soit Séquence, que ce soit un autre bailleur social, que ce soit un autre investisseur immobilier, que ce soit un promoteur régional, à un moment donné, les partenaires, ça peut être des grands groupes d'ascenseurs, mais ça peut être aussi des artisans plâtriers, ça peut être aussi des petites entreprises de travaux publics. Et il est important, si on veut rentrer dans tout ce système, c'est que tout le monde bouge et rentre dans cette dynamique. Donc le plan BIM, c'est essentiellement ça. Ça a été d'abord, je vous en dis quelques mots, là vous laissez combien de temps au total? Allez-y, je vous laisse parler, je vous ferai un D'accord. petit signe quand Okay. le temps sera écoulé. Non, le plan BIM, c'était au début des pionniers. C'était Bertrand Delcambre qui avait été chargé par le ministre de montrer comment la filière du bâtiment devait absolument s'ouvrir à cette transformation numérique. Et puis, à partir de 2019, on a eu les 3 dernières années, alors marquées par le Covid, qui a été dans le fond à la fois une complication, mais en même temps un accélérateur. Avant le Covid, personne n'était capable de faire des réunions en distanciel. Les Zoom, les Teams, tout ça, le début des plateformes collaboratives, on n'envisageait même pas. Donc tout ça s'est accéléré grâce au Covid, même si à côté de ça, ça a compliqué le travail d'intelligence collective, de réflexion collective. Mais on a fait ce qu'on a appelé le plan BIM 2022, un début de structuration des travaux pour permettre à la maîtrise d'ouvrage de faire ce que vous avez fait chez Séquence, de s'organiser. C'est là où on a lancé des opérations comme Aurélie, le cahier des charges permettant aux maîtres d'ouvrage d'avoir des outils pour contractualiser avec leurs partenaires. On a fait Olympie parce qu'on s'est vite rendu compte que la transition numérique se faisait assez naturellement, en tout cas sur la partie géométrie, sur toutes les datas géométriques, parce que les architectes, les bureaux d'études, depuis 30-40 ans, étaient déjà avec la conception ST par ordinateur, avaient commencé déjà à prendre des virages numériques. Mais on s'est rendu compte que c'est au moment critique des appels d'offres, au moment où on vient chercher les partenaires entrepreneurs, qu'il y avait une espèce de rupture. Il y avait ceux qui étaient dans le coup et ceux qui n'étaient pas dans le numérique. Et pour des maîtres d'ouvrage, c'était à chaque fois un dilemme terrible, les architectes aussi. C'était risquer de se priver de bonnes entreprises parce qu'elles n'avaient pas avancé aussi vite
que les maîtres d'ouvrage ou les maîtres d'œuvre. Donc on a fait ce qu'on a appelé Olympie pour décortiquer un petit peu la façon d'organiser des appels d'offres avec des façons d'organiser appels d'offres correspondant aux demandes du maître d'ouvrage, mais également correspondant aux besoins des entreprises. Et puis maintenant, on a le plan BIM qui continue, on l'appelle plus plan BIM 2022, puisqu'il continue sur 2022, 2023, 2024, avec des moyens financiers supérieurs, où on veut encore plus aller chercher tout ce qui se fait sur le terrain. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Moi, j'ai eu l'occasion, dans le cadre de BIM Tour, d'aller voir ce qui se faisait dans les régions. Et ce n'est pas assez connu. Notamment, on va lancer, là, dans les mois qui viennent, des appels à projets avec cette idée de donner le petit coup de pouce financier sur un certain nombre de sujets pour faire en sorte que les surcoûts qu'il peut y avoir pour mener telle ou telle opération, que ce soit de construction d'œuvres, que ce soit de transformation d'immeubles, que ce soit d'exploitation, où des gens veulent avancer sur des transformations numériques, des sous-ensembles de transformations numériques, on prendra des lauréats à qui on donnera des coups de pouce financiers pour rendre possible des opérations qui coûtent un peu plus cher. Alors ça, on ne l'a pas abordé, mais c'est un sujet sur lequel on pourrait parler. Je pense que les maîtres d'ouvrage doivent être le premier à donner des signes sur... quelque part, un surinvestissement nécessaire. Il est nécessaire, et toute la question est de savoir, évidemment, les financiers, les comptables vous diront, mais quel est le temps de retour, etc. Moi, de ma grande expérience de constructeur, je peux vous dire que les temps de retour, on les mesure surtout par toutes les erreurs qui seront évitées. Alors, il y a classiquement les erreurs en matière de conception, de réalisation, de bâtiments mieux conçus, mieux réalisés, livrés dans des délais mieux tenus, mieux organisé au niveau, par exemple, de la synthèse, de tout ce qui est fluide, grosses œuvres, façades. Bien évidemment, il y a toutes les avancées qui vont être possibles dans la nouvelle réglementation environnementale, où il y a, pour la première fois dans l'histoire du bâtiment, on ne va plus se contenter de mesurer des énergies, des économies d'énergie en kilowattheure, mais on va regarder l'impact sur la décarbonation, sur l'absence de carbonation du cycle de vie du bâtiment. Donc ça amène à faire des tas de simulations, toutes choses qui sont utiles qu'avec des bases de données sérieuses, bien organisées, bien structurées, et sur lesquelles on peut faire des scénarios différents et permettant pour le maître d'ouvrage de faire les bons choix. Mais encore une fois, tout ça n'est possible que si, au-delà des maîtres d'ouvrage, comme les bailleurs sociaux qui sont très à la pointe, Franck, on pourra en reparler sur la partie acteurs privés et ceux qui ont des interventions plus ponctuelles dans le cycle de vie du bâtiment comme les promoteurs. Mais tout ça n'a de sens que si l'ensemble des acteurs de la filière embarquent dans cette démarche et petit à petit sa culture et sont confortables avec ses façons de travailler. C'est pour ça qu'un autre point sur lequel on met énormément l'accent, on va mettre énormément l'accent, c'est tout ce qui est la formation. Parce que je suis convaincu qu'à côté des impacts financiers, qui quelque part devront être partagés entre les maîtres d'ouvrage, les architectes, les bureaux d'études, les entreprises, parce que chacun y trouvera son compte. Il y a un aspect de formation, d'acculturation, et puis de formation-action. Et là, en France, on n'est pas très agile sur les questions de formation. C'est un secteur qui est extrêmement administré. C'est un secteur sur lequel on a déjà fait des choses dans le PTNB, dans le plan BIM 2022, et sur lequel on veut faire encore des choses, mais je me mets à la place toujours de l'artisan de base, du géomètre de base, de l'ingénieur conseil de base. Il ne sait pas très bien par quel bout commencer en la matière. Et je crois qu'il y a tout un travail de structuration de la formation qui est indispensable si on veut que l'ensemble des acteurs puissent accompagner et rentrer dans cette dynamique. Voilà ce que je voulais dire comme première réaction. Alors effectivement, il a été question de formation, même à l'intérieur de séquences. Je pense qu'on pourra en reparler, je vais laisser intervenir Franck Hovorka, mais sur comment est-ce qu'effectivement vous avez intégré finalement la maîtrise d'œuvre dans cette réflexion. Ce qui montre aussi comment est-ce que vous avez pu faire monter une marche et comment vous avez pu répondre aussi. Vous n'avez pas créé quelque chose ex nihilo et qui aurait fonctionné que pour vous. Mais je pense que Franck Hovorka, il y a des choses qui ont dû vous parler, comme alors ce qu'on appelle Open BIM, c'est le fait de parler de normes sur le BIM. Donc vous avez vu cette notion, on a parlé d'IFC.
Les IFC, c'est la manière d'échanger de l'information entre logiciels. C'est une norme internationale. Le BCF, vous avez entendu parler aussi, Asma en a parlé, c'est, on va dire, cette notion d'échanger juste comme un post-it. Alors, c'est plus qu'un post-it, mais c'est le fait de pouvoir annoter sur une maquette et tout ça est standardisé. Ça répond à des normes internationales, donc ça crée quelque chose de stable et de pérenne. Donc, juste pour expliquer un peu les mots, mais j'allais dire Open BIM, base de données, et non pas BIM, représentation 3D, décarbonation avec ses obligations, ça doit résonner dans ce que vous êtes en train de mener. Absolument. Bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, d'abord, félicitations, Asma, à toi et tes équipes. Je vois que la première question que je voulais poser, c'était le calcul d'ACV. Donc, je vois que la réponse est là. Est-ce que vous le faites en appuyant sur un bouton ou... Non. Pas encore. C'est notre avenir. En fait, on voulait stabiliser déjà pour se lancer sur le plus compliqué. C'est extrêmement intéressant parce que là, par exemple, on parlait de gains d'efficience. Aujourd'hui, un bureau d'études qui doit faire tourner des simulations d'ACV, ça coûte plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros, alors qu'en fait, ce n'est que de la simulation en fonction de choix de produits qui sont accessibles ou pas. Donc là, typiquement, on a un enjeu, tous, d'évolution. La deuxième question que je posais comme une boutade, mais qui est cruciale pour Building Smart France et pour Building Smart International dans le cadre des travaux que l'on mène en coopération avec l'Alliance immobilière pour la convergence numérique, c'est est-ce que ces travaux-là sont partageables pour devenir, comme le souhaitait Yves, un standard qui fait que justement les plus petits acteurs n'auront pas à réinventer la roue et s'approprier des travaux qui deviennent un standard? Tout à fait. C'est ce qu'on est en train de mener aujourd'hui. On commence déjà par le groupe Action Logement. On va vers les filiales qui n'ont pas encore débuté pour leur dire, voilà, aujourd'hui on a un produit clé en main, on a déjà développé. Est-ce que vous voulez qu'on avance ensemble? On va aussi vers, en tout cas, on commence par les maîtrises d'ouvrage, parce qu'on s'était dit que tout doit commencer chez les maîtres d'ouvrage. Donc on va aussi vers les promoteurs immobiliers. Voilà, c'est ce que j'allais dire. D'autres filiales de l'USH. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. 40 à 60% de la production des promoteurs vous est vendue. Exactement. Donc est-ce que moi, je peux travailler en amont avec vous pour présenter cela à mes promoteurs en disant, là, il y a de la valeur ajoutée, et si vous mettez une structuration de données, Action Logement ou Séquence peut même vous l'acheter? Tout à fait. Vous êtes prêt à l'acheter? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, elle n'a pas de valeur. Nous, aujourd'hui, on achète 60%, 70% de VFA. Donc, oui. On fait de la MOD. Oui, on fait quand même du 60% de VFA. Donc, dans la VFA, si je vous vends une structuration de données comme ça, en plus, ou intégrée, il y a une valeur ajoutée pour vous? Oui, pour nous et pour vous, éventuellement. Je crois que ce qui est très important, c'est tout ce qui a été dit par Asma sur la structuration des données en partant des besoins des métiers. C'est un immense travail qui a été fait. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu dans le détail, mais j'imagine bien ce que ça peut être. Pour avoir vécu personnellement des discussions sans fin avant qu'il y ait le BIM, avec les informaticiens des sociétés qui étaient là, avec les techniciens du chauffage qui étaient là de savoir si on allait avoir les données sur les robinets des radiateurs, sur le nombre de rangs de radiateurs. Donc la structuration des données, le fait que ça a été fait chez Séquence, avec une organisation générale, c'est quelque chose de très utile pour Séquence et qui est reproductible ailleurs. Il ne s'agit pas de le copier, mais c'est un point de départ qui peut être adapté, modifié, enrichi chez un autre bailleur social, mais ensuite chez un exploitant de bureau ou d'hôtel. On est en totale indépendance des outils. Même nos outils, on n'a pas fait quelque chose qui est pour nos outils. À partir du moment où vous êtes structuré en IFC, en ayant choisi un plan comptable type uniformat, vous êtes complètement interopérable. Exactement. Donc il y a une réversibilité de données à 100%. L'échange qui est besoin, c'est quel cahier des charges pour quelle granulométrie d'information en fonction de vos besoins. Parce que moi, je ne sais pas dire à mes adhérents, vos acquéreurs, notamment le logement social, je ne sais pas leur dire de quoi ils ont besoin. Mais moi, avec ça, je saurais. Oui, c'est ça, tout à fait. Là, nous, on a approché, on a déjà vu un promoteur qui nous a dit, nous, on n'attendait que ça. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que vous voulez. Donc, si vous nous dites, on veut ça, on va le faire. Si en plus de ça, vous nous donnez les outils, typiquement le formulaire H2, c'est le formulaire d'exonération de la taxe d'habitation, les promoteurs, ils le remplissent pour nous aujourd'hui. On leur donne l'outil pour le faire automatiquement. En 10 secondes, tu as déjà vu la présentation, à partir des données de la maquette numérique. On a tout. C'est clé, parce que là aussi, je vais passer sur les travaux qu'on mène avec nos collègues de chapitre de Building Smart au niveau européen. Et c'est un sujet de fond
avec la Commission européenne sur la définition de ce qu'ils appellent le Building Digital Logbook, où aujourd'hui ils sont en recherche d'acteurs qui leur disent ce que doit être ce cahier digital d'information du bâtiment. Donc on est en plein dans les sujets sur lesquels on travaille et qui nécessitent une standardisation et une définition de granulométrie qui permettent à tous les acteurs, comme l'a fort bien précisé Yves, de se l'approprier sans que ce soit coûteux pour eux, que ce soit en termes d'outils ou en termes d'acquisition d'informations qu'ils doivent avoir. Dernière question en ce qui me concerne, vous avez abordé l'idée de base de données, mais on en a parlé un peu avant. Est-ce qu'une base de données pour vous, c'est mettre toutes les données à un endroit ou est-ce que c'est avoir des liens vers d'autres bases de données hétéroclites? Tout dépend de la donnée. Parce que dans ce process de cartographie de la donnée, on a aujourd'hui des données qui sont dans la maquette. On en a d'autres qui sont dans nos ERP. Et l'idée, tout, c'est de savoir qui en est le maître. Qui est le maître de la donnée. Donc, du moment où on connaît le maître de la donnée, c'est lui qui va détenir la source de la donnée. Nous, aujourd'hui, l'idée, c'est que tout ce qu'il y a dans une maquette numérique va être mis dans une base de données. Mais ce qu'il y a dans la maquette numérique, on est bien d'accord que tout n'est pas dans la maquette numérique. Donc, ce qui n'est pas dans la maquette numérique restera où il est. Mais, éventuellement, on pourra le mener vers la maquette numérique. Vous preniez l'exemple de l'ascenseur. La donnée, elle est chez l'industriel qui l'a produit et la société de maintenance. Elle n'est pas dans votre maquette. Non, par contre, il y a le lien dans votre maquette. Oui. Tout à fait. Alors, plusieurs choses. Par rapport à ça, je crois que ce qui est important sur la partie construction neuve, rénovation, c'est que ça amène à une nouvelle conception des DE, des dossiers des ouvrages exécutés, qui n'ont plus rien à voir avec ce qui peut exister il y a 10 ans, il y a 20 ans, 30 ans, qui pourront être structurés en fonction des besoins d'exploitation. Ça, c'est déjà une très belle avancée. Mais on pourra aller beaucoup plus loin parce qu'un bailleur social, mais c'est la même chose pour une foncière qui possède des immeubles de bureaux. Elle a non seulement un bâtiment qu'elle a construit, qu'elle a transformé, sur lequel elle aura toutes ses datas, mais elle aura les histoires de ce bâtiment sur des années. Les bailleurs sociaux ont tous les histoires des consommations d'eau de leur bâtiment depuis des décennies. Ils ont l'histoire du coût du chauffage depuis des décennies, mais tout ça est stocké en vrac sous des approches purement comptables de reddition de charges, alors que là, on peut croiser des données de façon extrêmement intéressante et faire de la gestion prédictive beaucoup plus dynamique et beaucoup plus efficace. Et je crois qu'on va devoir avancer là-dessus grâce à ça. C'est là où on rejoint le jumeau numérique, puisque c'est là où on va avoir des simulations, c'est là où on peut avoir des capteurs. Mais on va dire là, on est vraiment dans cette exploitation après. Le fait d'avoir fait remonter la GEM finalement, toute cette notion de gestion, exploitation, maintenance avant, au tout début, est-ce que ça peut remonter même jusqu'au niveau du PC, du permis de construire? Est-ce que l'outil que vous avez développé, du coup, la démarche que vous avez développée, comment vous vous situez par rapport au permis de construire? On est parti sur une expérimentation dans le cadre du plan BIM 2022 pour la digitalisation du permis de construire. Et aujourd'hui, pareil, on arrive à structurer les informations nécessaires pour le permis de construire dans la maquette, mais aussi automatiser la vérification au respect des règles d'urbanisme, des règles du PLU, de la note de programme au niveau du permis de construire. On a vraiment commencé par la gestion, exploitation et maintenance, mais on est remonté jusqu'à la phase faisabilité. Aujourd'hui, dès en amont faisabilité, on arrive déjà, avant d'acheter le terrain, à savoir sur ce terrain combien on peut construire. Est-ce que c'est rentable d'acheter cette foncière-là? Est-ce que c'est rentable d'acheter ce terrain-là ou pas? Donc on a avancé un peu le permis de construire. C'est très intéressant parce que les travaux là aussi qu'on mène avec les collègues européens et notamment nos collègues d'Europe du Nord, c'est au-delà de la capacité d'évaluation, c'est comment on rentre dans une conversation avec la collectivité locale et avec les voisins pour leur présenter un projet et mettre ce projet qui se connecte dans une infrastructure. Par exemple, aucun élu ne sait combien lui coûte l'arrivée d'un projet sur son infrastructure. Tout à fait. En rajoutant des réseaux d'eau usée, de fluides, etc. Nos concessionnaires préférés qui nous vendent de l'électricité et du gaz le font dans leur coin, mais il n'y a pas d'interopérabilité entre nous pour dire, tiens, si je fais ça ou plutôt ça, le coût sera différent pour les infrastructures de nos opérateurs. Donc là aussi, ça ouvre un champ passionnant d'interopérabilité et de carbone. Parce que qui dit renforcer des infrastructures, dit construire, dit émettre du carbone. Oui. Et donc la question se posera à un moment donné, est-ce que j'investis plus de carbone dans l'immeuble
pour finalement en économiser beaucoup plus dans Sur l'infra, l'infrastructure. ou vice-versa. Et Ouais. donc là, ça vous paraît quelque chose de possible? Oui. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est vraiment, en fait, tout l'intérêt du BIM, c'est vraiment de collaborer. Parce que si chacun va avoir ses données, va avoir ses informations, il va les traiter dans son coin, si elles ne sont pas croisées, elles n'ont pas de valeur. Les informations, il faut un jour savoir les croiser. J'ai des informations sur le bâtiment, mais par contre, je n'ai pas beaucoup d'informations sur la voirie. Donc l'idée, c'est d'aller voir mon interlocuteur pour concaténer ces informations et pouvoir faire des simulations, pouvoir avancer. Typiquement sur le carbone, oui, même au niveau du bâtiment, on peut se dire, est-ce que je mise plutôt sur les grosses œuvres ou sur les secondes œuvres pour diminuer mon impact carbone? Et en fait, mais tout revient à avoir l'information et avoir la donnée pour pouvoir faire des simulations et pour pouvoir étudier tout ceci. C'est pour ça que j'ai mis dans l'avenir ça. Parce que avant, en tout cas, nous, on ne pouvait pas le faire. On pouvait le faire, oui, sur des quantitatifs où on n'était pas sûr de les avoir. On n'était pas sûr d'avoir la bonne quantité de béton ou d'isolant. Voilà. Aujourd'hui, si on dispose de ces quantités-là, si on dispose de ces données-là, en fait, les champs, ils sont illimités. Il faut juste savoir s'arrêter. Puis surtout pour vous, ça ouvre des champs très intéressants de comparaison sur votre portefeuille en termes de comparaison de prix, de volume Tout à fait. et de solutions potentielles. Tout à fait. Je pense en même temps que il ne faut pas rêver non plus. Hein. On ne va pas tout faire en même temps. C'est ça. Je crois qu'il y a énormément de gains à attendre sur une meilleure exploitation des actifs immobiliers, que ce soit les logements sociaux, que ce soit d'autres actifs immobiliers. Il y a vraiment, grâce à une meilleure exploitation des data, une structuration de data mieux faite, une façon d'organiser les maintenances prédictives, de façon de faire les grosses réparations, beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus efficace, avec une meilleure prévision sur longue durée. Sur le permis de construire, le grand sujet en France, à mon avis, c'est qu'on est quand même dans un système... Bon, on peut maintenant déposer du permis de construire de façon numérique. Toutes les villes en province disent on peut déposer, mais on en est au niveau de plateforme de partage d'informations. Parce que sur le fond, notre mode de développement des projets en France est quand même un mode assez itératif, où au niveau du permis de construire, on va surtout s'intéresser à l'acceptabilité du projet par les élus locaux, par la population locale, des choses qui ne relèvent pas tellement, autant le numérique peut être des outils de visualisation, mais ce n'est pas ça qui permettra de savoir si ça passera bien avec l'association du coin ou pas. Et donc ensuite, les choix de matériaux. Alors il y a toutes les simulations qu'on est obligé de faire maintenant, bien évidemment, en matière de RE 2020, mais le processus de développement des projets fait que c'est plus après, dans la partie APD, puis appel d'offres, que le dialogue avec les entreprises amène des choix de matériaux qui peuvent changer sur un certain nombre de points de façon assez sensible, notamment pour des raisons d'optimisation économique. Donc on a là toujours une difficulté avec le BIM, le numérique, qui nous pousserait à tout figer dès le début, de façon extrêmement précise. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible dans notre processus de développement de projet en France réaliste. On se plante si on veut tout figer dès le début complètement. Je crois que c'est tout pas l'inverse. L'idée, c'est Ça ouvre au contraire beaucoup plus facilement la capacité d'évoluer jusqu'au dernier moment de la prise de décision. Mais l'idée, c'est ça. C'est pour ça que je mets l'avenir. Ça ne veut pas dire qu'on va faire ça en un claquement de doigts, mais ça veut dire qu'on a déjà une démarche, on la stabilise, on voit ce que ça donne, on voit comment elle évolue, on l'a fait évoluer. Ensuite, on passe à l'étape suivante. À un moment donné, quand on fait quelque chose, il faut aller à l'étape suivante. Il ne faut pas voir très grand au risque de ne rien avoir. Il faut voir peut-être petit, mais grand après, donc par la suite. Bah écoutez, sur ces mots, on va donc conclure. Je vous remercie beaucoup, Asma, Yves Lafrière et Franco Borca, Asma Ben Mansour. Merci à vous. Et n'hésitez pas à suivre Séquence, à suivre le plan BIM et à suivre aussi les actions de Building Smart France et de la ICN. Merci à tous. Et s'il y a des questions, alors il va falloir... S'il y a quelques questions, on peut les prendre. C'est juste qu'il y a la conférence suivante. Je crois on peut prendre des questions encore un peu? Allez. Dérouler jusqu'au bout. On la mettra, on pourra, si Asma, si tu es d'accord, on la mettra en ligne. Voilà, vous pourrez regarder sur Building Smart France, on la mettra en ligne dans un article à ce moment-là. Elle était presque à la fin. Je vous remercie. Ah, une question. Allez, une. Oui, allô ?
Merci pour la présentation, parce que c'est hyper instructif sur la partie, enfin, en tout cas sur la capacité qu'a un acteur du monde de la construction pour investir en digital. Parce que je crois que le secteur de la construction a beaucoup de mal à se digitaliser. En tout cas, c'est ma perception. J'entends beaucoup de choses sur la vue à 360 des données, sur un outil qui aide à la prise de décision. Quid en fait du CRM avec le BIM? Est-ce que l'un remplace l'autre? Est-ce que les deux cohabitent? Est-ce que vous pourriez m'éclairer par rapport à la manière dont le BIM pourrait cohabiter avec le CRM? Alors déjà, de quel CRM parle-t-on? Si c'est le CRM d'un service achat, oui, potentiellement. Si c'est un CRM client, non. Il n'y a pas de lien a priori entre la maquette. Par contre, effectivement, c'est le CRM service achat ou un CRM d'identification de produits de construction et d'analyse de produits. Là, très clairement, je pense que là, je ne réponds pas à votre place, mais vous allez vers ça. Là, on a stabilisé la cartographie des objets, on attaque la cartographie des matériaux associés à ces objets-là. Donc ça veut dire un CRM en se référant à la base Ignies. Ça veut dire une base de données produits. Oui, tout à fait. Une matériothèque, on va dire. C'était la question? Il y a une autre question. Bon, tant qu'on ne nous met pas dehors. Allez, la dernière. Merci pour la présentation, la qualité de la présentation. Moi, je suis architecte de formation et je prépare une thèse de comment le BIM comme démarche vers l'industrialisation de l'habitat. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse dans un cadre de master BIM manager. J'ai une petite question par rapport à mes recherches. Je trouve qu'il y a un vide juridique ou carrément il n'y a pas de réglementation par rapport au BIM jusqu'à présent en France. Et comment vous avez pu, c'est-à-dire est-ce que vous avez prévoyé un règlement intérieur, par exemple pour faire les frontières entre les référents BIM, BIM manager, BIM producteur, BIM coordinateur. Donc jusqu'à présent, on n'a pas une frontière entre les métiers. Ouais. Les métiers BIM et comment vous avez fait pour ça? Enfin, une contractualisation aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas une réglementation assez claire, mais il y a quand même Building Smart, il y a quand même des référentiels qui ont mis en place les usagers, les contributeurs, etc. Et c'est tout dans le cahier de charge, on va dire. Aurélie aussi, en tant que maîtrise d'ouvrage. En fait, c'est défini dans la charte. On a les acteurs classiques dans un projet de construction, qui sont les architectes, les BET, la maîtrise d'ouvrage, les entreprises, etc. Et on va juste traduire ça au niveau du BIM, avec un BIM manager. Nous, que dans notre cas, on a choisi que ce soit la maîtrise d'œuvre, les architectes qui assurent ça, parce qu'on estimait que c'était l'architecte le plus apte à assurer cette mission. On a la maîtrise d'ouvrage qui est le donneur d'ordre, donc qui fixe les règles. Mais je pense que les règles, elles sont fixées dès le départ, au lancement de la consultation, de la part de la maîtrise d'ouvrage. Ensuite, les acteurs, ils sont bien définis dans les différents référentiels qu'on a aujourd'hui en France. Et c'est après où on va avoir des conventions BIM, en fait, pour pouvoir fonctionner entre acteurs. Tout à fait. Donc là, il y en a une qui a été faite par Building Smart France. Mais c'est là où on va retrouver, après, au niveau international, une norme qui s'appelle l'ISO 19650. Tout à fait. Qui définit les process. Voilà. On a dit, exactement. On a tous les référentiels. Oui. Donc voilà, suivez. Alors, les normes, c'est pas un gros mot. Hein. En fait, ça aide beaucoup à structurer. Chez nous, on va être là, on va lancer une formation Building Smart, enfin une certification Building Smart à toute l'équipe BIM, avec une certification ISO 19650 pour donner de la crédibilité à notre démarche. On les a suivis, on va suivre une certification derrière. Eh ben, c'est parfait. Ben, merci beaucoup à tous. Merci à l'auditoire. Merci beaucoup. Ouais, mais on en a deux. Elle doit l'avoir là-bas. Juste avant, et j'ai lâchement cité Toulon. J'ai lâchement cité Toulon pour avoir la réunion avec le ministre. Béchu. J'ai décidé de tomber Béchu quand.